Un invité dans ce journal, Dr Kibessou Pierre Claver Milogo. Il sera question avec lui du verdict du procès des deux terroristes livrés hier. Ils ont été condamnés chacun à 20 ans de prison ferme et une amende de plusieurs millions de francs CFA. Un soutien à la prise en charge des malades, dont les centres sanitaires, plusieurs à travers des régions du Burkina, ont bénéficié de matériel roulant et médico-technique, un don donc de l'OMS, de l'UNICEF et du Fonds mondial, également de l'Union européenne. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal qui débute par l'entretien avec notre invité et pour l'installer, un reportage sur le sujet à aborder, condamnation de 2 personnes hier à 20 ans de prison ferme chacun et à des amendes. Elles ont été reconnues coupables d'actes de terrorisme perpétrés à l'école de Bafina, c'est dans le Salmatenga, il y a 3 ans. Le procès donc d'actes terroristes en question est une première au Burkina. Précision avec Abdourahmane Migné. Les faits remontent au 2 mai 2018. Des individus armés font irruption dans l'école primaire publique de Bafina, département de Barsalgo, province du Salmatenga. Après avoir brutalisé le directeur de l'école, ils mettent le feu à son domicile et s'emparent de la moto d'une institutrice et autres biens. Les présumés terroristes ont comparu donc ce 10 août au tribunal de grande instance de Ouaga 2 pour association de malfaiteurs, détention illégale d'armes à feu, destruction de biens et vol, le tout en lien avec une entreprise terroriste. Amidou et Adama ne nient pas les faits. Ils disent avoir agi sous la bannière du groupe terroriste Ansarul Islam de Malam Diko, auquel ils ont adhéré délibérément pour imposer la charia et lutter contre tout ce qui est contraire à leur idéologie. Les 2 moudjahidines du groupe ont été reconnus coupables des faits qui leur sont reprochés par le tribunal qui a prononcé une condamnation de 20 ans de prison ferme à leur encontre. Ils sont également condamnés à payer la somme de 2 975 094 francs CFA au directeur de l'école et 758 000 francs CFA à l'institutrice pour le dommage causé. Notons que le tribunal a statué en premier ressort, donc les condamnés peuvent faire recours dans un délai de 15 jours. Notre invité est chercheur en droit public au Centre national de recherche et technologie à l'Institut des sciences des sociétés, Dr Kibessou Pierre Claver Milogo. Il est sur ce plateau donc. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes également l'auteur de l'ouvrage intitulé « Les limitations des droits fondamentaux en période de lutte contre le terrorisme », une œuvre qui a été publiée il n'y a pas très longtemps, en juin 2021. Exactement. Alors, venons-en au sujet. Ces procès sont une première au Burkina. Quels sont les enjeux qu'ils représentent dans la lutte contre le terrorisme? Je voudrais d'abord vous remercier pour l'opportunité qui m'est donnée pour s'exprimer sur cette question très très importante actuellement au Burkina. Il faut dire que les enjeux principaux se situent à 2 niveaux. Premièrement, le Burkina Faso a souscrit à des engagements au plan national. Le Burkina a une constitution et des textes de référence qui protègent les droits fondamentaux. Donc il s'agit de montrer que les autorités burkinabées mènent une guerre qui est une guerre saine. Voilà, ils ne mènent pas une sale guerre contre le terrorisme. C'est une guerre en respectant les règles. Et les autorités burkinabées sont soucieuses du respect de la constitution et des droits et des libertés qui sont garantis par cette constitution et qui protègent l'ensemble des Burkinabés, y compris les personnes qui sont impliquées dans des actes terroristes. Et le deuxième aspect, ça concerne les engagements internationaux du Burkina Faso. Le Burkina a souscrit aussi à un certain nombre de textes internationaux en matière de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et à ce niveau également, le Burkina est observé un peu partout dans le monde à travers cette lutte qui se mène sur son territoire contre des personnes qui veulent s'emparer d'une partie du territoire national. Donc les autorités burkinabées veulent montrer qu'elles sont respectueuses des droits et des libertés des citoyens et que toute personne capturée sur un théâtre d'opération a droit à des garanties, à la présomption d'innocence et à un procès équitable jusqu'à ce que les juges décident sur cette culpabilité. Alors vous parlez de droits de l'homme, mais pour certains quand même, les procès ne devraient pas exister pour des personnes qui sont accusées de terrorisme. Qu'est-ce que vous répondez à ces types d'opinions-là? Je dirais que malheureusement c'est une certaine opinion qui a cours dans la société burkinabé
pour une certaine partie de l'opinion, compte tenu de la gravité des faits qui sont reprochés à ces terroristes, ils ne devraient pas pouvoir bénéficier d'un procès équitable, ils ne devraient pas pouvoir bénéficier des garanties qui sont attribuées aux autres citoyens burkinabés. Mais c'est une opinion qui n'est pas juste, parce que tout État qui se veut un État démocratique, un État de droit, un État moderne qui respecte les droits et les libertés, doit respecter les droits et les libertés des personnes capturées dans le cadre de la lutte antiterroriste. Donc ce sont des garanties qui bénéficient à tout être humain, et quelle que soit la gravité des faits qui vous sont reprochés. Donc contrairement à l'opinion répandue dans la société burkinabé, dans une certaine frange de la population qui pense qu'on ne devrait pas respecter les droits des personnes poursuivies ou condamnées dans le cadre de procédures antiterroristes, ils ont bien droit, ces personnes ont bien droit à des garanties et aux mêmes garanties qui bénéficient à tous les citoyens burkinabés. Est-ce qu'au-delà donc du jugement, le système carcéral du Burkina prévoit un mécanisme de déradicalisation de toutes ces personnes donc, qui sont condamnées ou qui seront condamnées pour faits et actes de terrorisme? Bon, en ce qui concerne la déradicalisation, c'est un système qui est mis en place au Burkina mais qui est encore embryonnaire. Mais il faut dire que les autorités burkinabées au niveau du ministère de la Justice ont veillé à ce qu'il y ait des spécialistes qui soient formés. Nous avons quelques spécialistes qui ont été formés, notamment avec l'appui de certaines organisations internationales, telles que l'ONUDI et l'Organisation des Nations Unies de lutte contre la drogue et le crime, qui ont formé justement un certain nombre de spécialistes chargés de déradicaliser ces personnes qui sont impliquées dans des actes terroristes. Mais pour qu'on puisse expérimenter véritablement le système et voir si ça fonctionne ou pas, il faudrait qu'il y ait des condamnations définitives, parce que pour le moment, ce sont des premières décisions qui sont rendues. On ne sait pas si les avocats des accusés vont faire appel ou pas. Si jamais il y a appel, il faudra attendre qu'il y ait une condamnation définitive. Et en ce moment, on pourra expérimenter le système de déradicalisation sur ces individus qui ont été condamnés pour faire d'actes terroristes islamistes. Et en ce moment, on pourra voir si le système fonctionne véritablement très bien pour pouvoir réinsérer ces sociétés. Parce qu'il faut le dire que, quelle que soit la gravité des actes commis, le but de la sanction pénitentiaire, c'est de faire en sorte que le détenu, au bout de la peine, puisse être réinséré dans la société. Ce n'est pas faire en sorte que le détenu disparaisse de la vie publique ou de la vie civile. C'est faire en sorte que le détenu, un jour, il puisse se repartir auprès des siens et reprendre une vie normale avec des activités comme n'importe quel citoyen. Donc l'objectif premier de la déradicalisation et de la peine privative même de liberté, c'est cela. Donc les autorités burkinabées auront justement l'occasion, avec les gardes de sécurité pénitentiaire qui ont été formés dans ce cadre-là, d'expérimenter le système de déradicalisation qui a été mis en place pour voir s'il fonctionne véritablement. Donc on va attendre un peu et voir comment ça marche à ce niveau-là. Mais est-ce que vous pensez que cette déradicalisation-là peut marcher à tous les coups selon donc le niveau d'implication de ces personnes qui sont dans la voie du terrorisme? Dans certains pays, notamment européens, comme par exemple la France ou l'Angleterre ou même l'Allemagne, on a expérimenté ce système. On a vu qu'il y a un certain pourcentage de personnes qui étaient incarcérées suite à des actes terroristes islamistes qui retombaient malheureusement dans la récidive. Donc il y a des études qui ont montré qu'un certain nombre de personnes récidivaient, tout comme ces mêmes études ont montré également que certaines personnes arrivaient à se réinsérer correctement dans la société. Okay. Donc à l'avance comme ça, on ne peut pas avoir une opinion arrêtée et dire que le système va marcher ou ne va pas marcher. Tout dépendra du degré de radicalisation de ces individus et aussi de l'impact de ce mécanisme qu'on a mis en place au niveau du Burkina sur leur réinsertion future dans la société. C'est au bout de cela qu'on pourra dire si le système est efficace et si on arrive à réinsérer la majorité des personnes qui ont été condamnées pour islamisme. Et pour terminer, quelles sont les perspectives de sortie de la crise sécuritaire au Burkina? Cette question est malheureusement très vaste parce que la crise sécuritaire du Burkina n'implique pas seulement malheureusement le Burkina. Il y a des aspects qui concernent le Burkina, notamment les aspects politiques. Vous savez que fin 2014, il y a eu un changement de régime politique et qu'il y a des divisions, notamment entre le principal parti qui était au pouvoir à l'époque
et le parti qui dirige aujourd'hui. Et il y a un ministère même d'État chargé de la réconciliation nationale qui a été mis en place suite aux dernières élections. Et il est très important de pouvoir réconcilier toutes les franges politiques du pays pour pouvoir amener la paix au niveau du Burkina. Mais il n'y a pas que ça, il y a l'aspect religieux. Vous avez vu par exemple que ceux qui ont été condamnés, et rien que hier, ce sont des personnes qui voulaient instaurer un système islamique dans le centre nord à Barsalgo, dans la commune de Barsalgo, où ils ont attaqué une école. Donc il y a l'aspect religieux qui est très très important, parce que la lutte contre le terrorisme, malheureusement, c'est un combat aussi religieux, idéologique, parce que c'est une idéologie de la vision de la religion musulmane que ces personnes-là essaient de répandre, qui n'est pas la vision communément acceptée par l'ensemble de la population. Et puis enfin, pour pouvoir résoudre le problème aussi, il faudrait que le Nord Mali soit pacifié, parce que ces personnes-là, pour une partie, viennent du Nord Mali. Les deux personnes qui ont été condamnées récemment, par exemple, appartenaient à Ansarul Islam, qui est l'un des premiers mouvements terroristes qui a été créé au Burkina. Mais on a vu que la majorité des fidèles de Ansarul Islam avaient rejoint plus tard la Katiba Massina du Mali, du Nord Mali. Et donc, tant que le Nord Mali n'est pas pacifié, nous, les Burkinabés, nous ne pouvons pas vivre en paix. Et le Nord Mali aussi dépend en grande partie de la Libye et de l'Afrique du Nord, où il y a des troubles également. Donc, il y a un contexte régional et géopolitique à résoudre. Et j'ai vu qu'il y a des discussions à Alger qui se sont ouvertes sur la crise dans les pays du G5 Sahel, dans l'espace sahélien. On peut espérer qu'à ce niveau-là, il y aura des avancées, parce qu'il faut absolument que les pays qui sont autour du Burkina soient pacifiés pour que le Burkina lui-même puisse vivre en paix également. Merci beaucoup, Dr Kibessou Pierre-Claver Milogo. Vous êtes chercheur en droit public au Centre national de recherche et technologie de l'Institut des sciences des sociétés, également auteur de l'ouvrage intitulé « Les limitations des droits fondamentaux en période de lutte contre le terrorisme ». Merci d'être passé sur ce plateau. Je vous en prie, chère madame. Un séminaire sur la cybercriminalité dans la suite de ce journal. La Brigade centrale de lutte contre ce fléau a ouvert hier, et pour 48 heures, un atelier donc au profit des hommes de médias. Ces derniers sont outillés et galvanisés dans leur élan de lutte contre la cybercriminalité. Leur contribution, selon la Brigade, étant importante pour une réponse efficace aux problèmes en question. Cérémonie d'ouverture avec Maxime Jolbambara. Ils sont une vingtaine de journalistes à prendre part à ce séminaire de sensibilisation sur le phénomène de la cybercriminalité. La Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, initiatrice de ce séminaire, sous la tutelle du ministère de la Sécurité, en collaboration avec le ministère de la Communication, entend ainsi impulser une implication des hommes de médias dans la lutte contre ce phénomène. D'où le thème « Médias nationaux et cybercriminalité, quelle contribution pour une réponse efficace ?» Il n'est plus un secret qu'avec la nouvelle ère numérique, l'explosion de la cybercriminalité a engendré d'importants risques politiques, sociaux et des pertes financières énormes. Selon les statistiques de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, le Burkina Faso a enregistré entre mai 2020 et juin 2021 un préjudice financier de plus de 1,4 milliard dû au phénomène de la cybercriminalité. Selon les statistiques de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, au total, 1218 plaintes ont été enregistrées au premier semestre de l'année 2021, contre 556 en 2020. Aussi, le préjudice financier en 2021 est estimé à plus de 3 milliards de francs CFA, contre 1 milliard en 2020. Si le constat est alarmant, les pratiques des cybercriminels demeurent encore plus inquiétantes. En effet, au Burkina Faso et partout dans le monde, les pratiques cybercriminelles se modernisent et sont de plus en plus fréquentes. Les infractions usuelles prennent ainsi une autre forme numérique nécessitant la mise en place de stratégies de communication afin d'assurer une prévention liée à ces nouvelles menaces. Pour ainsi lutter efficacement contre ce fléau, l'implication des partenaires stratégiques comme les médias nationaux
s'avère indispensable pour une réponse efficace. La directrice générale des médias représentant le ministre de la Communication a pour sa part invité les journalistes à plus d'engagement dans la lutte contre la cybercriminalité. Il s'agit pour les hommes de médias de contribuer à la lutte contre la cybercriminalité. Et pour le ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement, qui est chargé de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de communication. Il s'agit bien sûr le ministère attend certainement que les médias puissent accompagner cette action de lutte contre la cybercriminalité. Débuté ce mardi 10 août, ce séminaire de sensibilisation au profit des journalistes prend fin ce mercredi 11 août. Créée le 14 février 2020, la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité est composée d'agents de la gendarmerie et de la police nationale. Elle comprend 3 composantes dont la division enquête, le laboratoire de criminalistique numérique et de veille technologique et la division de la communication. Sa mission, faire face à la recrudescence des infractions en matière de cybercriminalité. Des centres sanitaires de plusieurs régions du Burkina ont bénéficié hier de matériel roulant et médico-technique pour une meilleure prise en charge des malades. Ces dons réceptionnés hier par le ministère burkinabé de la Santé sont le fruit de partenariats avec l'OMS, l'UNICEF, le Fonds mondial et l'Union européenne. Cérémonie de réception avec Sanata Serré. Le don réceptionné par le ministère de la Santé est composé entre autres d'ambulances, des véhicules, des motos, des blouses et du matériel médico-technique. Ce matériel et moyens roulants viendront améliorer l'offre de soins de santé dans les différentes régions bénéficiaires du Burkina Faso. Le présent don s'inscrit selon le ministre de la Santé dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et de la couverture sanitaire universelle. Aujourd'hui, c'est une grande joie pour nous parce que nous venons recevoir du matériel roulant et des équipements biomédicaux qui vont renforcer les capacités des régions pour améliorer donc la prise en charge des malades en organisant les transferts d'un niveau plus bas à un échelon plus élevé. Donc c'est un jour de joie et une note de satisfaction pour le ministère de la Santé. Les donateurs du jour sont l'UNICEF, le Fonds mondial, l'Union européenne et l'Organisation mondiale de la santé OMS qui ont respectivement offert 5 ambulances de type 4x4 et 6 de type tricycle, 4 ambulances, un lot de matériel médico-technique, 6 véhicules, 51 motos, des blouses et 2 véhicules de type Land Cruiser. C'est une reconnaissance des efforts que fait le gouvernement pour assurer des soins de qualité à tous les Burkinabés, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Et c'est aussi la traduction de la volonté de ses partenaires d'accompagner au mieux le gouvernement du Burkina Faso. Donc sur la base des besoins qui ont été bien analysés, bien exprimés, les partenaires naturellement se doivent d'accompagner le gouvernement du Burkina Faso. D'où cette remise de dons. Ce n'est pas la première fois que des dons de cette nature sont remis. Ce n'est pas également la dernière fois que ces dons seront remis. Donc chaque fois qu'il y aura des besoins qui seront clairement exprimés, les partenaires feront cet effort-là. Les régions bénéficiaires sont les régions de l'Est, du Sahel, du centre-nord, du nord, de la boucle du Mouhoun, du centre-ouest, du plateau central, du sud-ouest et des hauts-bassins. Le ministre de la Santé, Charlemagne Ouedraogo, a appelé ces régions bénéficiaires à utiliser ce matériel à bon escient. Et toujours dans le domaine de la santé, le Conseil régional de l'Ordre national des pharmaciens a exposé l'ensemble des résultats obtenus à travers ses actions dans la lutte contre le terrorisme, dans la lutte contre le Covid-19, Face à la presse hier, il était aussi question d'expliquer le mode de fonctionnement des officines de façon générale. Le point de la rencontre avec Fatima Tanikema. Au nombre de 180 dans la ville de Ouagadougou et de 220 dans toute la région du centre, les officines pharmaceutiques accueillent en moyenne 100 000 personnes par jour, selon les chiffres du Conseil régional du centre de l'Ordre national des pharmaciens du Burkina Faso. Considérées comme un passage obligé dans le système de santé, les pharmacies sont des structures qui donnent des renseignements aux personnes malades, mais aussi qui leur permettent de se procurer des médicaments. Sachez qu'une officine n'est pas un commerce comme les autres. Son fonctionnement est encadré par des textes réglementaires et déontologiques. Les officines sont ouvertes généralement de 8h à 20h en continu avec un service de garde organisé en tenant compte du maillage officinal de la ville de Ouagadougou. Nous avons en moyenne 40 à 50 officines par groupe de garde.
Ce déjeuner de presse a aussi servi de cadre pour ces pharmaciens de dresser une liste des actions qu'ils ont menées à la faveur de la riposte contre le Covid-19. Des actions qui ne se sont pas faites sans difficulté, parmi lesquelles la rupture des produits qui étaient les plus prisés au début de la pandémie. Avec pour effet corollaire une surenchère des prix auprès des fournisseurs, prenant au piège certains de nos confrères et occasionnant des plaintes, des critiques et même des ressentiments anti-pharmaciens au sein d'une partie de la communauté. Puis s'en est suivi des contrôles des prix ciblés des services du ministère du Commerce dans les pharmacies qui s'apparentaient à un certain moment à une campagne de répression et ou d'intimidation sans fondement, suivi de convocations tous azimuts des pharmaciens. Selon Dr Naoni Dié, président du conseil régional du centre de l'Ordre national des pharmaciens du Burkina Faso, leur région ordinale regroupe près de 60% des pharmaciens inscrits à l'ordre et des structures pharmaceutiques, comme les officines, les grossistes et des laboratoires. En 2020, elle comptait plus de 629 pharmaciens. L'Ordre national des pharmaciens du Burkina Faso compte d'ailleurs fêter ses 20 ans d'existence du 30 septembre au 2 octobre 2021. Atelier de formation du Centre national de la recherche scientifique et technologique IRSAT. Les transformateurs agroalimentaires bénéficient de ce renforcement de capacité de 48 heures. Une initiative qui vient répondre aux besoins de promotion du respect des procédures d'hygiène des produits locaux. En effet, l'IRSAT, après des enquêtes, révèle que les produits locaux ne sont pas dans les cadres donc des procédures d'hygiène. Précision avec Mamétriana Kamabou. Suite à un constat fait sur le terrain par le Centre national de la recherche scientifique et technologique, IRSAT, beaucoup de transformateurs de produits locaux manquent de bonnes pratiques d'hygiène. C'est pour y remédier que l'IRSAT a organisé cet atelier de formation. 2 jours durant, ces transformateurs vont non seulement apprendre de bonnes pratiques d'hygiène, mais aussi les techniques de production de jus et nectar à base de fruits et légumes locaux. Nous avons développé un certain nombre de modules que nous allons dispenser aux apprenants et aux apprenantes, des modules qui consistent à porter toutes les pratiques d'hygiène à mettre en œuvre dans le processus de fabrication des jus et des nectars. Ces modules seront dispensés et seront envoyés en fait aux apprenants sous forme en fait de documents qui vont leur permettre, même à l'issue de cette formation-là, de disposer d'une documentation qui va leur permettre d'appliquer ces bonnes pratiques. L'objectif recherché par les organisateurs à travers cet atelier de formation est d'inciter les transformateurs de produits locaux à mettre sur le marché des produits propres à la consommation pour le bien-être des populations. La ministre déléguée chargée de la recherche scientifique et de l'innovation est venue encourager et féliciter les organisateurs pour avoir initié ce cadre de renforcement de capacité. Je voudrais féliciter en tout cas l'équipe de l'IRSAT qui a initié cette formation et demander à tous ceux qui vont participer à cette formation-là de s'approprier tout ce qui sera fait ici et dit au cours de la formation et de les partager ces connaissances-là avec leurs plus proches collaborateurs. Et vous savez que la politique du gouvernement aujourd'hui, c'est consommons local et vous voyez que dans la plupart des magasins aujourd'hui, vous avez beaucoup de ces produits locaux-là. Et le souci du gouvernement aussi, c'est d'assurer la qualité de ces produits. Et c'est dans ce sens-là que l'IRSAT a engagé cette formation-là pour donner donc les capacités à ces producteurs-là. Selon le directeur du Centre national de la recherche scientifique et technologique, IRSAT, cet atelier de formation sera également organisé dans d'autres régions du Burkina Faso. À Bobo-Dioulasso, litige foncier, les habitants de la zone non lotie de l'arrondissement 7 craignent pour leurs terres face à la pression des promoteurs immobiliers sur la zone. Les habitants de Kobawe lancent un cri de cœur au gouvernement. La fêtière des associations pour la défense des droits au logement a évoqué ce dimanche le pire dans le cas où la situation resterait telle. On en parle avec Joseph Koudougou et Fatima Tanikiema.
Nous sommes à Kobawe, une zone non lotie dans l'arrondissement 7 de Bobo-Dioulasso. Les habitants de cette zone disent être confrontés à de nombreux problèmes. À travers un point de presse sous la houlette de la fêtière des associations pour la défense des droits au logement, les habitants expriment leurs inquiétudes face à l'activité des promoteurs immobiliers dans la zone. Et cela s'est accentué selon eux par l'arrêt de lotissement à Bobo-Dioulasso. Comme vous le savez, tout Kobawe, c'est une zone qui est, je peux dire, assez vaste. Il y a plus de 10 000 personnes qui y vivent. Et du jour au lendemain de 2017 à où nous sommes, toute la partie qui restait, qui pouvait soulager cette population, si la suspension venait à s'élever, a été prise et octroyée à des promoteurs immobiliers. Voilà, ça, je pense que ça inquiète de plus en plus cette population-là. Et il y a une majeure partie aussi de cette population qui a été escroquée par ces mêmes promoteurs immobiliers. Bon, je pense que tout ceci, c'est dû à la suspension de 2014, voilà, qui mettait fin au lotissement à Bobo et à Ouara. Puisque si tu es dans un non-loti et que chaque jour la mairie te harcèle, veut te déguerpir, et un promoteur immobilier qui vient te dire de donner 800 000 francs pour avoir droit à un parcelle, tu vas facilement y adhérer. Voilà, donc c'est assez compliqué. Vous-même, vous le voyez, nous avons plusieurs dossiers en justice, voilà, concernant ces genres de cas de faits d'escroquerie. Il y a aussi les lotissements de 2014, un lotissement de 2014 qui touche de plein fouet la zone non lotie, qui touche au moins 5000 personnes de la zone non lotie, qui est illégale, dont les documents même sont sous-scellés. Et à notre grande surprise, elle est en train d'être bornée. Nous avons même arrêté des agents de l'urbanisme sur la zone là qui était en train d'implanter des bornes. Bon, avec la suspension, là, je me suis dit, dans un état de droit, c'est des trucs bons à ne pas faire. Les conférenciers tirent la sonnette d'alarme. Pour eux, il serait mieux de trouver une solution à ce problème afin d'éviter le pire. Il y a des problématiques liées au foncier, voilà, et qui, si rien n'est fait, risquent d'amener des sérieux affrontements entre cette même population. C'est la population et la fêtière qui est entre, je peux dire, ces personnes-là et la population, pour que ça ne dégénère pas à de l'incivisme. Voilà. Mais je pense que, comme je vous l'ai dit, nous avons les moyens qui sont limités. Si le gouvernement ne s'y met pas, je pense que Kobawe, ça ne va pas tarder à aller en vrai. Avec l'avènement de la promotion immobilière ici depuis 2017, nous sommes à plus d'une dizaine d'interventions de la fêtière pour pouvoir apaiser la population. Et je pense que nous aussi, nous avons des moyens qui sont limités. Nous appelons le gouvernement à lever cette suspension-là pour pouvoir désamorcer ce problème-là. Selon Abdul Karim Ouedraogo et ses compagnons, Kobawe est la zone de Bobo-Dioulasso où il y a le plus d'activités de promotion immobilière avec plus de 800 hectares de terrain appartenant aux promoteurs immobiliers. Actualité musicale, Massa Coulibaly, fils des frères Coulibaly, fait son entrée sur la scène avec son tout premier album, une œuvre baptisée Bénédiction. 11 titres y sont proposés aux mélomanes. L'artiste Massa Coulibaly espère apporter sa touche au monde musical burkinabé à travers son œuvre donc, qui a été présentée à Bobo-Dioulasso. Correspondance avec Joseph Koudgou. Bercé par les mélodies de nos terroirs depuis l'enfance, Massa Coulibaly, surnommé le Vieux, a plusieurs cordes à son arc. Auteur, compositeur, chanteur, instrumentiste et danseur chorégraphe, il est également l'héritier des feux frères Coulibaly qui ont marqué la scène musicale avec leurs titres à succès, Boroton et Fespaco. Avec son premier album intitulé Bénédiction, Massa Coulibaly trace désormais sa propre voix dans le showbiz burkinabé. L'album, le titre, c'est Bénédiction. Comme je l'ai si bien dit, dans ce monde, pour aller loin, il faut la bénédiction de tout un chacun dans cette vie. Pour moi, avoir la bénédiction de tout un chacun, c'est très important pour moi. Dans l'album, je parle du mariage, Fourou, qui veut dire un mariage en français. Wariko, en français, affaire d'argent. Il y a plein de titres. Je chante pour mon si beau pays, le Burkina Faso. Et il y a plein de titres que vous allez aimer. Un album de 11 titres avec plusieurs colorations musicales sur lequel Massa Coulibaly a collaboré avec cet artiste bobolais. Collaboration dans l'album, déjà je remercie les artistes qui ont accepté de participer dans l'album. Ramagoni, Tosama, Elsa-King, LG, Iberico DJ et vraiment merci beaucoup une fois de plus. Mes ambitions c'est d'amener la musique burkinabé très loin.
Ce que je retiens, sincèrement, je ne vais pas mentir, je n'ai pas pu bien connaître mes papas parce que j'ai perdu mes papas quand j'avais 4 ans. Mais ce que je retiens d'eux, je sais que c'était des personnes magnifiques. Et chaque jour que Dieu fait, j'attends des histoires à leur sujet. Et vraiment, j'aimerais dire que j'aime vraiment mes papas. Cet album est chanté en français. Djoula, Boaba et Amouré annoncent de belles perspectives pour l'artiste. Ce qui m'a inspiré, en fait, je suis vraiment très content de lui, de voir le début de Massa Coulibaly et venir le voir aujourd'hui à la sortie de son album. Franchement, ça m'a touché déjà. Et les mots sont sortis même sans que... Je ne sais pas comment dire que franchement je suis vraiment très très heureux. C'est pour ça que j'ai dit je produis son deuxième album. Avec cette production musicale, Massa Coulibaly compte marcher sur les pas de ses parents et conquérir le cœur des mélomanes burkinabés. Et puis au Mali, l'appel à la désobéissance civile lancé par la Synergie des enseignants a été suivi hier selon le porte-parole de la Synergie. Ce mouvement a entraîné des répercussions sur les épreuves du brevet de technicien 1 et 2, démarré ce mardi sur toute l'étendue du territoire malien. Notre correspondant au Mali, Bourema Soulo, nous en parle. Le Bureau national des syndicats d'enseignants, signateur du 15 octobre 2016, qui a entamé depuis hier une grève de 12 jours, a instruit la veille ses militants de sortir pacifiquement pour fermer les structures d'enseignement du Mali. Une sorte de désobéissance civile. Selon le porte-parole, le mot d'ordre a été suivi. Bon, en fait, la désobéissance déclenchée par le syndicat de l'éducation, la première étape consiste à la fermeture des structures de l'éducation. Et aujourd'hui, en termes de bilan, on peut dire que c'est satisfaisant. C'est satisfaisant parce que l'ensemble des structures, notamment les établissements d'enseignement secondaire, les établissements d'enseignement fondamental, les CAP, les académies sont fermées. Et sur le terrain, on a eu quelques difficultés quand même, des arrestations par-ci par-là. Mais nous estimons que le bilan est positif. Le bilan est positif et que le mot d'ordre a été suivi. De Kaya à Kidal. Ce jeune est un candidat au brevet du technicien, branche électromécanique. Selon ces candidats, les surveillants n'étaient pas des enseignants. Bon, dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Les épreuves ont été abordables. On a eu des surveillants qui n'étaient pas tellement... C'était pas des enseignants en tant que tels, mais ils ont fait l'effort de nous surveiller quand même. En tout cas, on ne s'attendait pas à ce que d'autres personnes viennent nous surveiller. Lors de leurs opérations de désobéissance civile, les enseignants ont été dispersés à coups de gaz lacrymogènes dans certaines localités du pays. Une situation déplorée par la Synergie. Ça ne vaut pas la peine d'aller à l'utilisation de gaz lacrymogène, des matraques par-ci par-là. En tout cas, l'esprit, nous avons dit à nos camarades de ne pas répondre à la provocation. Et sur le territoire, les enseignants n'ont pas provoqué, n'ont pas jeté des cailloux, n'ont pas jeté des pierres, n'ont rien fait. Et partout où la police a utilisé les gaz lacrymogènes, les enseignants ont levé les mains pour montrer qu'ils sont en main nue. Il faut rappeler que cette désobéissance civile de la Synergie des enseignants a été précédée d'autres mesures, comme le boycott des examens, qui a consisté à appeler les enseignants militants de la Synergie à ne pas participer aux examens de fin d'année. Et voilà pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite à notre compagnie. Je vous retrouve demain à 13h. Portez-vous bien.